mon ami infectiologue à Bichat pour nous faire l'actualité sur la PrEP. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc moi j'ai la lourde mission de passer après Bruno et de ne pas redire la même chose, mais de vous parler des actualités et d'essayer de vous parler aussi des perspectives qu'on a en termes de PrEP. Donc tout d'abord juste un rappel, mais ça Bruno vous l'a montré, on a deux façons d'utiliser l'antirétroviraux en prévention. La première façon c'est le TASP, donc c'est traiter les personnes séropositives pour protéger leurs partenaires séronégatifs. Et la deuxième façon d'utiliser les antirétroviraux, c'est la PrEP. C'est vous allez traiter les personnes séronégatives pour les protéger de la transmission à partir des personnes séropositives qui ignorent leur statut sérologique et qui ne sont pas sous TASP. Donc la PrEP, ça marche, on ne va pas détailler tous les essais, vous les avez tous ici sur ce graphique, avec des niveaux d'efficacité qui sont parmi les plus élevés qu'on puisse espérer. Il y a même certains vaccins qui n'atteignent pas des niveaux d'efficacité de 86 ou 90%. Donc Hypergay et Proud, on était au-dessus de 85% d'efficacité. Donc clairement, on a vraiment la PrEP, ça marche, il n'y a plus aucun doute sur l'efficacité de la PrEP avec la bithérapie TDF-FTC. C'est tout à fait corrélé à l'observance. Je ne peux pas vous montrer une droite avec une meilleure courbe de corrélation que celle-là. Plus l'observance est bonne, plus l'efficacité sera bonne. Donc mieux on prend la PrEP, qu'elle soit en continu ou à la demande, si on respecte le schéma correct de prise, plus l'efficacité sera bonne. Alors l'OMS recommande la PrEP depuis 2016, donc c'est recommandé par l'OMS. Et puis voilà, vous avez des campagnes, je reprends celle que Bruno a reprise. Un comprimé par jour vous protège contre le VIH, ça c'est si on prend en continu. Donc la prise en continu, c'est ça, c'est très simple. Vous prenez un comprimé tous les jours. Au bout de 7 jours, vous êtes protégé, que vous soyez un homme ou une femme. Et après, vous continuez à prendre votre comprimé tous les jours et vous êtes protégé. Alors, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Parce que je vous montre les graphiques sur les études randomisées, mais dans la vraie vie, ça marche. On a des preuves d'efficacité. Par exemple, aux États-Unis, à San Francisco, lorsqu'on combine les efforts sur le TASP, sur le dépistage, sur le traitement des IST et sur la mise sous PrEP rapide des personnes qui sont éligibles à la PrEP, vous avez une baisse significative des nouveaux diagnostics VIH dans cette région. Donc, la PrEP a été démarrée en 2012 aux États-Unis. Et vous voyez qu'à partir de là, une baisse très importante de 40% par an supplémentaire de diminution des nouveaux diagnostics à San Francisco. C'est la même chose à Washington, aux États-Unis aussi. La PrEP a été autorisée en 2012 et on voit très bien, lorsqu'on combine les efforts sur le traitement des personnes séropositives rapidement, sur le traitement des IST, sur le dépistage et la mise sous PrEP de ceux qui sont éligibles à la PrEP, on a aussi une diminution des nouveaux diagnostics. On va un peu plus loin, en Australie on a la même chose, là c'est le pays de Galles en Australie, 10 000 personnes ont participé à un programme PrEP entre 2016 et 2018. Sur ces 10 000 personnes, il y a eu 16 séroconversions et ce qui a été démontré, et ça c'était très clair, c'est que ces 16 personnes ne prenaient pas correctement la PrEP. Donc ce n'est pas un échec de la PrEP, elles ne prenaient pas bien la PrEP, donc elles ne pouvaient pas être protégées. Donc elles n'ont pas bien pris la PrEP, elles ont séroconverti sous PrEP, elles ont mal pris la PrEP et du coup elles ont séroconverti. Alors on peut aussi, du coup, à cause des problèmes de l'observance qui a été imaginé par Jean-Michel Molina et son équipe, c'est la PrEP à la demande, donc prendre des comprimés autour du rapport sexuel qui ne sera pas protégé. Donc ça nécessite de l'anticiper d'au moins 2 heures pour prendre la première double dose ici. Et ensuite, il y a une dose 24 heures après la première prise, une dose 48 heures après la première prise. Et donc ça, ce schéma a été validé par l'essai Hypergay randomisé versus placebo. Et les premières données, les seules données aujourd'hui en vraie vie sur la PrEP intermittente, c'est les données de l'étude ANRS Prévenir, dans laquelle c'est une étude de cohorte en Île-de-France, donc Paris et la région parisienne, dont l'objectif était de recruter 3000 personnes dans cette région pour espérer, au bout de 3 ans, donc on a commencé en 2017, on espère qu'en 2020, on verra une diminution des nouveaux diagnostics VIH dans cette région d'au moins 15% par rapport à avant ce programme, c'est-à-dire en 2016. Donc pour l'instant, on a fini le recrutement, on a 3057 participants qui sont inclus et donc ils ont le choix de prendre la PrEP soit à la demande, soit en continu et puis ils peuvent passer de l'un à l'autre en fonction de ce qui se passe dans leur vie. S'ils vont faire une croisière gay, ils prendront en continu pendant la croisière et quand ils vont rentrer, ils passeront en intermittent. Et s'ils ont plus de 3 partenaires par semaine, à un moment, ils prendront en continu et puis si ensuite ça passe à juste le samedi soir à la fête du slip, ils le prendront en intermittent.
Donc ils font vraiment comme ils veulent et c'est la flexibilité de la PrEP, tout l'intérêt. Alors que quand on est séropositif, c'est tous les jours, on peut, enfin sauf si on fait de mais Pierre vous en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Donc juste pour vous montrer que dans l'étude Prévenir, on a eu les premiers résultats, pas sur la baisse des nouveaux diagnostics, mais sur un descriptif de la population et sur l'efficacité. Vous voyez que c'est vraiment à peu près moitié-moitié. Tout le monde ne veut pas la PrEP à la demande et tout le monde ne veut pas la PrEP en continu. On avait 1500 qui étaient sous PrEP en continu et 1499 sous PrEP à la demande sur les 3000 participants. Donc c'était très équilibré et je répète que les personnes peuvent passer d'un schéma à l'autre en fonction du temps et en fonction de leur activité sexuelle à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'on voit si on regarde là? Vous voyez, ils avaient 35 ans en âge, la majorité était des HSH, l'écrasante majorité. L'étude était ouverte à toute personne éligible à la PrEP en France, donc ça pouvait être aussi des femmes, des personnes transgenres, mais la majorité des participants sont des HSH. Vous voyez qu'ils ont un bon niveau d'études, la plupart ont un emploi, certains avaient déjà commencé la PrEP avant de participer à la cohorte. Et puis vous voyez que quand même ils ont une activité sexuelle significative, donc ils sont à risque. Ils ont 2 rapports sexuels non protégés par le préservatif dans les 4 dernières semaines dans le groupe en continu et 2 dans le groupe à la demande. Et ils ont 12 partenaires sexuels les 3 derniers mois dans le groupe en continu et 10 dans le groupe à la demande. Alors en termes d'efficacité sur ces 3000-là, qu'est-ce qu'on a vu? Tout d'abord par rapport à l'observance. Ce qu'on a vu, c'est que quand on regarde l'utilisation globale de la PrEP, elle est utilisée forcément plus dans le groupe en continu, un peu moins dans le groupe à la demande, puisque c'est l'objectif de l'utiliser moins dans le groupe à la demande. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même encore 20% des rapports qui sont protégés par le préservatif. Donc, ils n'ont pas tous abandonné le préservatif, il y a encore 20% des rapports pour lesquels on utilise le préservatif. Et ensuite, quand on regarde sur l'efficacité, on a eu 0 séroconversion sur les un peu plus de 1500 participants dans le groupe en continu. On a eu 2 séroconversions dans le groupe intermittent et j'y reviendrai dans la diapo suivante pour vous les détailler. Mais il n'empêche qu'avec ces résultats, on peut dire qu'en gros, on a une incidence qui est très très faible. On a 2 séroconversions sur 3500 participants. Ça fait à peine 0,01. Et on a évité 143 infections en traitant ces 3057 individus par PrEP, si on se base sur l'incidence en région parisienne et en France qui a été décrite dans le bras placebo de l'étude Hypergay. Donc je reviens sur les 2 séroconversions. Donc c'était deux hommes qui ont commencé la PrEP à la demande, l'un en 2018 et l'autre à la demande en 2017. Et qui en fait, vous voyez qu'au moment où on a diagnostiqué la séroconversion, le premier avait arrêté la PrEP depuis 10 semaines. Donc, vous voyez, ce n'est pas la baguette magique, ça ne peut pas marcher 10 semaines plus tard. Donc, ce n'est pas un échec de la PrEP, il avait arrêté la PrEP depuis 10 semaines. Le deuxième avait arrêté la PrEP depuis 7 semaines, au moment où on a diagnostiqué la séroconversion. Donc, le vrai problème, c'est ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, c'est comment gérer la reprise de conscience du risque quand on arrête la PrEP et soit réutiliser le préservatif ou avoir des conduites de réduction des risques pour ne pas se retrouver dans ce cas de figure-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant à Paris, on peut aussi vous annoncer qu'on a une baisse des nouveaux diagnostics VIH en 2018. On a eu les derniers chiffres la première semaine de septembre. Donc à Paris, on a une baisse de 16% des nouveaux diagnostics de l'infection par le VIH par rapport à 2015, donc juste avant la mise à disposition de la PrEP en France. Et cette baisse, elle est de 16% globalement. Elle est surtout plus importante pour les HSH nés en France, elle est de 28%. Pour les HSH nés à l'étranger, elle est de 22%. Au global, c'est 16% parce qu'elle n'a pas beaucoup diminué chez les femmes et chez les hétérosexuels nés à l'étranger. Donc c'est chez ceux-là qu'il faut aussi qu'on aille faire des efforts pour les faire, pour vraiment leur parler de la PrEP, qu'ils soient au courant de la PrEP et pour les amener vers la PrEP. L'actualité qui est quand même importante, c'est que suite aux résultats de l'étude Prévenir, qui ont été présentés cet été à Mexico, l'OMS maintenant recommande le schéma intermittent, 2+1+1. Donc ça y est, le schéma intermittent, il n'y avait aucune recommandation, tout était du continu pour l'instant. Toutes les recommandations étaient continues. Et depuis cet été, suite aux résultats de l'étude Prévenir, qui sont des résultats en vraie vie, l'OMS maintenant recommande le schéma intermittent pour les HSH. Ça n'est pas possible pour les femmes. La double dose ne permet pas d'atteindre des concentrations suffisantes dans le tractus génital, même si c'est pris 2 heures ou 24 heures avant. Donc le schéma intermittent ne peut concerner que les hommes, mais maintenant c'est recommandé par l'OMS. Alors ça, c'est vraiment l'actualité importante. Et puis les perspectives, c'est qu'effectivement, le futur de la PrEP, à cause
du souci d'observance au long cours et parfois pour certains de la complexité du schéma intermittent, c'est de s'orienter vers des nouvelles formes de distribution et d'administration de la PrEP. Donc vous voyez, il y a quand même plein de choses qui sont à l'étude, des formes injectables, les anneaux vaginaux, des gels, des lavements, etc. Donc je vais vous parler des choses pour lesquelles on a des données récentes et suffisamment intéressantes. Donc tout d'abord, il y a le cabotegravir en nanoparticules, en injectable intramusculaire. Donc ça, c'est une anti-intégrase qu'on va donner en monothérapie. Et donc là, vous avez les études précliniques qui ont été faites chez l'animal. Vous voyez que quand on fait une injection de cabotegravir avant et après l'instillation de chive, soit au niveau vaginal, soit au niveau rectal, vous voyez que vous avez une protection quasi de 100% des animaux qui reçoivent l'injection par rapport à tous les animaux qui reçoivent le placebo qui sont infectés. Donc un très bon niveau de protection avec cette injection intramusculaire d'anti-intégrase, monothérapie. Et puis les études qui ont été faites après chez l'homme, donc ça c'est l'étude éclair qui a été faite chez les HSH, où on a étudié l'injection tous les 3 mois de 800 mg de cabotegravir par voie intramusculaire. Alors ça nécessite forcément une période où on vous donne le médicament par voie orale, parce que si vous ne le supportez pas, ou si vous faites une allergie, ou si vous avez un problème d'intolérance, effectivement, si on fait une injection avec un médicament qui a une durée de vie de 3 mois, ça va être compliqué de gérer les 3 mois. Donc il y a forcément une phase à laquelle on ne peut pas échapper de traitement par voie orale pour s'assurer de la bonne tolérance du traitement, et ensuite on passe à la forme injectable une fois tous les 3 mois. Alors ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que, là, je vous fais le schéma ici. En orange, vous avez la courbe des concentrations qui étaient attendues lorsqu'on avait modélisé l'absorption et l'élimination du cabotegravir. Et en vert, vous avez les concentrations qui ont été mesurées effectivement dans l'étude éclair. Et vous voyez que globalement, quand on arrive au bout des 3 mois, quand on est dans les concentrations mesurées, les vraies concentrations, on est quand même bien plus bas que ce qui était attendu par le modèle qui avait estimé que tous les 3 mois, c'était suffisant pour atteindre des bons niveaux de protection. Donc clairement, apparemment, 3 mois, on n'est pas sûr d'avoir, sur la fin des derniers jours, des concentrations protectrices. Donc il y a une deuxième étude qui a été faite où on a comparé 800 mg tous les 3 mois à 600 mg tous les 2 mois, pour voir si en fait, en faisant tous les 2 mois, on avait des meilleurs résultats. Et je vous montre juste, voilà, ça c'est la courbe des concentrations avec 800 mg tous les 3 mois. Vous voyez qu'il y a quand même certains individus qui restent en dessous des concentrations qu'on voudrait atteindre, alors que quand on regarde 600 mg tous les 2 mois, ici, vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de concentration plus élevés, et c'est ce schéma 600 mg tous les 2 mois qui a été retenu pour les essais de phase 3. Donc le cabotegravir 600 mg tous les 2 mois, là c'est l'essai qui va être fait chez les HSH et les personnes transgenres qui est en cours de recrutement. Vous avez ici 44 sites cliniques dans 7 pays différents, donc vous les avez listés ici. La même chose, donc le cabotegravir 600 mg tous les 2 mois chez les femmes. Donc ça aussi, voilà les sites qui vont participer à cette étude en Afrique. Donc ça c'est le cabotegravir. Maintenant on est sur un schéma 600 mg tous les 2 mois chez les hommes et chez les femmes, et les études d'efficacité de phase 3 sont en cours. Alors juste ça, je trouvais ça intéressant, c'est un modèle mathématique qui a comparé, en fonction de la couverture par la PrEP pour les personnes éligibles, la diminution des nouveaux diagnostics VIH. Donc c'était pour voir si effectivement, plus il y avait de personnes sous PrEP, est-ce qu'effectivement on va voir une diminution des diagnostics VIH? Eh bien oui, effectivement on va la voir, et dans ce modèle on a comparé la forme orale TDF-FTC à la forme injectable tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et vous voyez qu'au départ, à couverture égale, on a effectivement la même diminution, qu'on soit sous forme orale ou sous forme injectable. Mais plus on augmente la couverture par la PrEP, c'est-à-dire plus vous avez de personnes sous PrEP, plus vous aurez de problèmes d'observance avec le comprimé, et plus vous aurez un gain d'efficacité avec la forme injectable, puisque là vous vous affranchissez du problème de l'observance au quotidien ou de façon intermittente. Et si la couverture augmente, on a un bénéfice de la forme injectable sur la diminution des nouveaux diagnostics par rapport à la forme orale. C'est un modèle, mais en tout cas c'est ce que ça tend à démontrer. Il y a d'autres formes qui sont aussi développées, comme des implants sous-cutanés. Donc vous voyez, c'est des tout petits implants. Là, vous voyez, la taille de l'implant, c'est vraiment tout petit par rapport
à une pièce de monnaie. Donc ça se place dans l'avant-bras en sous-cutané. Il y a même certains implants qui peuvent se dissoudre eux-mêmes au bout d'un an, il n'y a même pas besoin de les retirer. Et dans cette perspective-là, celui qui est l'antirétroviral qui est le plus avancé, c'est l'islatravir, qui est un inhibiteur nucléosidique de nouvelle génération, un inhibiteur de translocation, qui a la particularité d'avoir une très longue demi-vie. Et donc là, vous avez les concentrations qui ont été obtenues lorsqu'on a placé un implant sous-cutané d'islatravir. Et vous voyez qu'au bout de 3 mois, on a des concentrations encore très importantes de ce médicament. Et la perspective là, c'est de développer des essais avec un implant annuel d'islatravir, où on le poserait, il conférait une protection pendant 1 an avec cet implant posé en sous-cutané, une monothérapie avec ce nouvel inhibiteur de translocation. Spécifiquement pour les femmes, il y a un retour sur les anneaux vaginaux. Donc on avait quelques déceptions sur les premiers essais avec Caprisa, c'était le gel vaginal, et les autres essais sur les anneaux vaginaux n'étaient pas très bons, mais c'était versus placebo. Donc là, c'est un essai en ouvert. L'essai Hope, donc vraiment en ouvert, les femmes savent qu'elles ont l'anneau vaginal imprégné de dapivirine, un inhibiteur non nucléosidique. Et donc on leur a proposé de participer. Donc là, c'était les visites de suivi. Et ce qui était intéressant là, c'est de voir que à l'inclusion, donc 92% des femmes ont accepté l'anneau de dapivirine et 72% l'ont utilisé systématiquement au cours des 12 mois de suivi. Donc vraiment, il y a une bonne acceptabilité, une bonne utilisation de l'anneau. Vous voyez, la rétention dans l'étude était très bonne, hein. Les femmes ont continué le suivi dans l'étude quasi jusqu'au bout, il n'y a pas eu de problème. C'était des femmes qui étaient à risque, hein. Vous voyez quand même, seulement 47% d'entre elles étaient mariées, 16% avaient des IST au moment de l'inclusion dans la cohorte, et puis 43% d'entre elles seulement avaient mis un préservatif lors du dernier rapport sexuel. Donc c'était vraiment des femmes à risque. Et les résultats sont assez intéressants. Donc ça, c'est le niveau de protection qui est conféré par l'anneau vaginal en fonction du fait que vous le laissez en place tout le mois ou vous l'enlevez avant la fin du mois. Donc voilà le pourcentage des femmes qui avaient une très haute protection. Donc la majorité avait gardé l'anneau quand même tout le mois. Et quand on compare dans cette étude en ouvert l'incidence du VIH par rapport à ce qui avait été vu dans les bras placebo des 2 études précédentes avec les anneaux vaginaux, on a une réduction de l'incidence de 39% qui est donc très significative. On aurait aimé plus, mais c'est déjà un résultat assez intéressant qui montre que les femmes sont intéressées par ce dispositif, 2 sont d'accord pour l'utiliser, et 3, ça peut être efficace quand elles l'utilisent bien. Alors la PrEP, ça a aussi redynamisé le champ de la recherche pour les antirétroviraux en général, mais beaucoup à cause de la PrEP, avec plein d'essais, plein de choses en phase préclinique, des anticorps monoclonaux, des gels vaginaux, des gels rectaux, des films vaginaux, enfin plein de nouvelles formes innovantes d'administration de la PrEP, avec beaucoup de recherche qui est en cours et un champ très large de développement. Voilà où on en est aujourd'hui pour la couverture de la PrEP. Ça, c'était les données de février 2019 dans le monde. Vous voyez que si on s'intéresse à la France, nous, on doit être autour de 10-15 000 personnes sous PrEP. L'objectif, c'est entre 30 000 et 50 000, donc on n'a pas encore atteint. Mais petit à petit, on est en train de monter à l'échelle. Et voilà, il faut vraiment qu'on fasse un bond supplémentaire pour vraiment que toutes les personnes éligibles soient mises sous PrEP. Aux États-Unis, c'est 1,2 million la cible. Ils sont à 275-300 000 personnes sous PrEP, donc on est encore très loin de la cible, mais il y a tous les problèmes de la prise en charge, des assurances privées versus pas d'assurance privée, etc. Et puis en Australie, on est à plutôt autour de 17-18 000 personnes. C'est là où vraiment le passage à l'échelle s'est fait le plus rapidement et de la façon la plus importante. Et clairement, en Australie, ils ont une baisse des nouveaux diagnostics qui est très importante. Et donc, il nous reste beaucoup de travail à faire pour que toutes les personnes qui soient éligibles à la PrEP entendent parler de la PrEP, viennent chercher la PrEP et soient mises sous PrEP et restent sous PrEP tant qu'elles ont besoin de la PrEP. Et donc on compte sur vous, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup Jade pour toutes ces actualités. On est très content de voir tout ce qui arrive. Moi j'ai juste une question concernant la rétention dans la PrEP, puisque je crois que ça c'est un enjeu, je pense que c'est le même enjeu qu'on a eu pendant des années sur la rétention au traitement. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs profils de personnes qui arrêtent. Bon, il y a le perdu de vue, okay, qu'on n'a même plus du tout. Les Canadiens avaient montré, je ne sais plus, l'année dernière où il y a 2 CROI, vraiment un taux de perdu de vue assez important. Donc les gens, on ne sait plus s'ils ont encore des risques, prennent des risques ou pas. Il y a peut-être aussi des gens qui ne pensent pas qui
quel profil, quel profil on a pour arrêter la PrEP, ou comment on peut anticiper ça, et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place avant les drogues injectables, par exemple? Alors, ce qu'on devrait faire déjà pour anticiper, c'est de ne plus présenter la PrEP comme un médicament, mais comme un programme. C'est un programme qui implique un dépistage tous les 3 mois, une vaccination, une surveillance de la séronégativité, une surveillance des IST et le médicament si jamais c'est une période où on a besoin du médicament. Mais il ne faut plus présenter ça comme juste c'est l'ordonnance pour le médicament. C'est tout un programme dans lequel il y a en plus le médicament, mais il y a aussi les consultations dermato, les consultations procto, la consultation sexo, la consultation addicto s'il y a besoin, et que les personnes comprennent qu'une fois qu'elles sont rentrées dans ce programme, qu'elles prennent ou pas le médicament, elles doivent continuer à venir tous les 3 mois, elles doivent continuer à se faire dépister et on doit garder un contact. Alors c'est sûr que venir tous les 3 mois à l'hôpital c'est compliqué, il faut vraiment qu'on arrive à assouplir ce schéma et peut-être vraiment renforcer les liens avec la médecine de ville et pouvoir favoriser aussi le lien avec les médecins généralistes et les médecins traitants. Mais la première chose à faire, à mon avis, c'est de ne plus présenter ça comme juste le médicament, mais comme le programme. Et on est dans le programme, donc on continue dans le programme, qu'on prenne ou pas le médicament. Ensuite, les profils sont assez variables et je ne pourrais pas décrire un profil type des personnes qui sont perdues de vue, mais souvent, on arrête parce que il y a eu des effets secondaires un peu digestifs, etc. Et on a arrêté un peu, puis on s'est senti mieux, puis on n'a pas repris. Et en fait, les gens ne reviennent pas parce que parfois les effets secondaires sont plus importants dans le schéma intermittent que dans le schéma continu. Mais si les gens ne reviennent pas, on ne peut pas en parler et dire peut-être passer en continu. Il y a certains effets secondaires qui peuvent être différents en fonction du générique, d'un générique et pas d'autres génériques. Donc tout ça nécessite que les personnes continuent à venir et qu'on puisse en discuter en consultation. Je ne peux pas définir un profil. Nous, on va présenter les résultats des personnes de la rétention dans l'étude Prévenir à l'EACS en novembre. Merci beaucoup. Une question, j'ai 3 questions. J'avais une question sur la recommandation de l'OMS, c'est sur à la demande, c'est sur le Truvada. Oui. D'accord. En termes de délégation des tâches, quand on dit qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pris, enfin, il s'est contaminé parce qu'il n'était pas observant, du coup, c'est plutôt un échec du programme de suivi, quelque part. Enfin, l'échec, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas une faille ou une brèche. Est-ce que vous envisagez des délégations de tâches où il y a quelque chose qui a une réflexion autour de ça? Alors, moi, je peux parler que pour la France. Il y a eu un protocole de soins qui a été déposé à l'ARS sous l'égide de l'équipe de Saint-Louis, l'équipe d'Olivier Bouchot à Avicenne, l'équipe de Bordeaux, l'équipe de Nice et avec un partenariat avec la Société française de lutte contre le sida. Donc il y a une demande de délégation de tâches aux paramédicaux pour le suivi de la PrEP qui a été déposée à l'ARS et on attend le retour de l'ARS. Mais c'est quelque chose qui est prévu et la demande a été faite en France pour que ça puisse être appliqué. J'ai encore il y a 1, 2, 3. Alors là, allez-y. Ah, toi aussi. Alors, ici, merci Jade. Ma question, c'est que dans votre étude pour la PrEP, donc quand vous prenez tout le groupe de personnes qui ont suivi la PrEP, vous dites qu'il y a eu la quasi-totalité des personnes où il n'y a eu pas de transmission du tout de VIH, mais il y a eu 2. Et après, quand vous avez fait l'analyse, vous avez trouvé que ces 2 personnes, il n'y avait pas d'observance. Mais cette mauvaise observance, elle a été étudiée après que vous avez vraiment vu l'échec. Mais est-ce que les autres, les 3000, est-ce qu'il y a eu une étude, une analyse pour voir est-ce que les 3000 ont été observants? Et parmi eux, quels sont le pourcentage d'observants, le pourcentage de non-observants? Et peut-être que même les non-observants, la majorité, il y a eu 0% de transmission. Pourquoi coller pour les autres? Donc maintenant, la crédibilité de la PrEP reste un peu entre guillemets. Voilà, merci. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, pour ces 2-là, on sait qu'ils avaient arrêté depuis plusieurs semaines. Ils avaient arrêté, c'est pas un problème, ils avaient vraiment arrêté la PrEP. Ensuite, pour les 3055 autres, on a des auto-questionnaires d'observance tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils remplissent des auto-questionnaires d'observance. Tous les 3 mois, il y a un questionnaire d'observance en face-face. Il y a un auto-questionnaire d'observance qu'ils reçoivent par Internet. Et une fois par an, on stocke un tube de plasma pour faire des dosages de médicaments dans le sang. Et ce jour-là, on leur demande de quand date la dernière prise de PrEP pour qu'on puisse voir si ça colle ou pas avec la date qu'ils ont estimée. On fera des dosages plasmatiques
et des dosages intra-érythrocytaires, puisque le tenofovir se concentre dans les hématies, et ça pourra donner aussi le reflet de ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Donc on a une mesure, un questionnaire face-face, un auto-questionnaire par Internet, les concentrations une fois par an, et on pourra effectivement, quand on aura, mais tout ça n'est pas encore fait, mais c'est prévu, on pourra vraiment comparer le niveau d'observance et les concentrations chez les autres qui n'ont pas séroconverti, et voir si effectivement ils étaient bien observants ou pas bien observants. Bruno, tu as une question? Non, derrière alors. Ok, pardon. Merci pour la présentation. J'ai une question, c'est savoir, est-ce que tous les partenaires HSH étaient sous PrEP ou bien c'est seulement un par hasard? Les partenaires de qui? C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs partenaires et on se met volontairement sur PrEP. Est-ce que vous avez eu ces cas-là? Je suis désolé, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que vous avez des couples HSH et plusieurs se sont mis sous traitement au lieu que ce soit un seul. Ah. Parce que c'est J'ai compris. individuel. Voilà. Alors, on a tous les cas de figure. On a des couples qui viennent tous les deux parce qu'ils ont chacun des rapports en dehors du couple. Donc, tous les deux viennent à la consultation et tous les deux sont mis sous PrEP. On a aussi des cas individuels où dans le couple, il y en a un seul qui est sous PrEP, l'autre qui ne l'est pas parce qu'il est soit séropositif déjà sous traitement ou alors parce qu'il ne veut pas la PrEP. On a tous les cas de figure. Je peux pas vous... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de généralité ni de cas particulier. On a tous les cas de figure. Christine, dernière question ou remarque? Non, une réflexion. La PrEP marche très bien. La PrEP, elle marche chez des gens qui étaient dans une communauté qui était dans le désir de la PrEP. Même si on démontre que la PrEP féminine avec les anneaux, les implants, etc., techniquement, elle marche, je veux dire, comment on va porter la question de sensibiliser les... J'imagine que c'est bien étudié, mais même chez nous en France, comment sensibilise-t-on? Une femme exposée comme ça, elle est souvent pas maîtresse de la sexualité. Elle a subi, donc à part de l'implanter pour 1 an et sans choix, voilà, c'est PrEP et qui peut-être vont faire la transition avec... mais chez nous, et d'en prévenir, et une suggestion, je trouve qu'on ne réfléchit pas assez à la question des femmes. On se rappelle dans Parcours que beaucoup de femmes s'infectent, en particulier dans la communauté subsaharienne, elles s'infectent sur le territoire avec des partenaires africains. Je suis complètement d'accord. Une des choses qu'on est en train d'essayer de faire, et ça c'est la SFLS qui est en train de prendre le lead là-dessus, c'est d'essayer maintenant d'impliquer les centres de planning familial dans tous ces programmes de prévention, parce que pour l'instant ils n'ont pas du tout été impliqués là-dedans. Et c'est vrai qu'une femme, quand elle a une IST ou même un problème gynécologique, elle va pas au centre de dépistage, elle va pas forcément chez le médecin généraliste, elle va soit au planning familial, soit chez son gynéco. Les gynécos ne sont pas du tout, pour l'instant, pareil, ne sont pas du tout ni informés ni formés pour éventuellement parler de la PrEP ou peut-être la prescrire. Et il faut vraiment, la première étape, c'est vraiment qu'on implique les plannings familiaux. Et donc dans les prochaines journées PrEP et IST qui sont faites par la SFLS, la SPILF et Santé publique France, maintenant ça va être fait à 4 avec le CPEF. Les plannings familiaux vont faire partie du conseil scientifique pour essayer vraiment de diffuser l'information au niveau du planning familial à l'échelle nationale pour essayer de toucher les femmes qui se rendent dans les plannings et qui sont susceptibles et qui sont à risque de contracter le VIH. Bruno, dernière question donc. C'était une question sur les long acting en PrEP, parce qu'il y a quand même beaucoup de données qui montrent que ça reste très longtemps dans le corps et que quand on veut arrêter, ça diminue très très lentement et qu'il y a un risque, si les gens se réexposent, de faire des virus résistants. Est-ce que tu penses que ce type de stratégie sera approuvé par les autorités de santé avec un risque de sélectionner des virus résistants, là pour le coup, qu'on n'a pas avec... ou des comprimés ou des implants? Mais en fait, tout dépendra de ce que les programmes vont prévoir pour l'arrêt. Est-ce qu'ils vont prévoir de prendre des comprimés pendant 1 mois après le 3e mois de la dernière, 3 mois après la dernière injection? Est-ce qu'il faudra prendre encore des comprimés pendant 1 mois, c'est-à-dire le 4e mois, pour couvrir cette queue de la concentration? C'est 1 an en principe. Voilà, enfin,
ça sera 1 an, mais là, comme on a baissé les doses, qu'on n'est plus à 800, on est à 600, peut-être ça sera pas, ça peut être à moi, ça peut être demain. Mais tout dépend de ce que et pour l'instant, on ne sait pas très bien comment gérer cette fin. Une fois qu'on arrête, comment gérer ça? Est-ce qu'il faut rajouter des comprimés? Est-ce qu'il faut... Et donc, ça va dépendre. Les autorités, je pense, vont demander à ce qu'on prévoie quelque chose pour cette période qui va suivre l'arrêt, pour pouvoir la couvrir et qu'on n'ait pas le risque de sélectionner, enfin d'être contaminé et surtout de sélectionner des mutants résistants. Donc, ça va dépendre de ce que les programmes vont prévoir pour couvrir cette phase, cette dernière phase d'arrêt. Merci beaucoup. Bien, merci.